Louvain et je suis actuellement chercheur dans le cadre d'un projet qui s'appelle Bru Fonctionnel, qui étudie l'économie de la fonctionnalité dans la région de Bruxelles-Capitale et notamment les freins et les leviers à son développement. Voilà, c'était pour la petite mise en contexte. Donc je vais vous présenter le concept de l'économie de la fonctionnalité dans sa diversité et puis je vais aussi essayer d'envisager les liens qu'il y a entre l'économie de la fonctionnalité et le développement soutenable, et notamment l'économie circulaire. Alors, hop, voilà. Avant tout, une petite mise en situation, plusieurs mises en situation. Tout d'abord, essayez d'imaginer que votre enfant veut essayer la guitare et le tennis. Alors, vous savez que ça pourra durer que quelques mois, très court temps, et que du coup, les objets ne seront pas rentabilisés. Pourquoi ne pas emprunter le matériel dans ce qu'on appelle aujourd'hui une bibliothèque d'objets? Vous souhaitez limiter l'impact écologique de vos déplacements. Pourquoi ne pas utiliser un service de vélo-partage ou de partage automobile, éventuellement de partage d'un autre mode de transport, de trottinette ou autre? Vous souhaitez habiller votre enfant avec des habits chouettes, chics, dont on sait qu'ils ne seront portés que quelques fois parce que votre enfant grandit et puis qu'éventuellement il change de goût. Pourquoi ne pas prendre un abonnement chez une entreprise de location de vêtements? Et puis, vous souhaitez disposer, vous êtes une entreprise, vous souhaitez disposer d'un photocopieur ou d'un parc de photocopieurs en évitant l'investissement colossal que cela peut représenter, ainsi que la prise en charge de la maintenance, de la fin de vie, etc. Pourquoi ne pas opter pour une solution intégrée avec, par exemple, paiement à la copie? Alors, tous ces exemples sont assez diversifiés, mais ils ont quelques points communs. Alors, quels sont les points communs entre tous ces exemples? Premièrement, c'est qu'il s'agit dans tous ces cas, d'acquérir l'usage du bien plutôt que le bien lui-même, ou bien un accès à ce bien plutôt que la possession du bien lui-même. Donc, le consommateur ou client laisse la propriété du bien à l'organisation, à l'entreprise qui le lui fournit. Il s'agit d'acheter un service plutôt qu'un bien, ou bien ce qu'on appelle parfois, notamment en anglais, une combinaison produit-service. Donc, dans la terminologie anglophone, c'est Product Service System, un système produit-service. Et puis, si on pousse la logique, finalement, l'entreprise, ce qu'elle vend dans tous ces cas, c'est pas un bien, c'est une performance, ce qu'on appelle parfois une performance d'usage. Et dans beaucoup de cas, eh bien, le paiement est assis sur cette performance d'usage qui peut être mesurée de différentes manières. Du coup, dans tous ces cas, en fait, on achète, en tant que consommateur final, plutôt des fins que des moyens. Alors, on achète des copies plutôt qu'un photocopieur, des kilomètres parcourus plutôt que des pneus, du temps en voiture plutôt qu'une voiture, du confort thermique plutôt que de l'énergie, de l'habillement plutôt que des habits, etc. Donc la transaction va porter plutôt sur la satisfaction du besoin, sur la fin, si vous voulez, de l'activité économique, plutôt que sur les moyens nécessaires à la poursuite de ces fins ou de ces besoins. Alors, je vous ai pris quelques petits exemples, mais en fait, dans la réalité actuelle, et ne serait-ce qu'en Belgique, il y a déjà une myriade d'exemples de cette économie de la fonctionnalité. Je vais un peu rentrer dans les détails de terminologie un peu après, et pour l'instant, je vais vous montrer la diversité de ce vocable. Donc, il y a une myriade d'exemples. Ça passe de solutions de location et gestion de flotte d'ordinateurs pour les pros, par exemple, avec l'entreprise Fleet, à des solutions d'éclairage, donc avec un paiement à la performance ou au résultat. C'est le cas par exemple de Philips, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui Lighting as a Service. Toutes les solutions de partage de vélos, d'auto. Aujourd'hui, dans le secteur de la mobilité, on parle beaucoup de la mobilité comme service. Donc l'idée aussi de mettre différents modes de transport dans des offres intégrées. Et donc, ce qui est vendu, c'est l'accès à un certain nombre de modes de transport plutôt qu'un mode de transport en lui-même. Donc, la mobilité comme service. Et puis, dans le cas du secteur de l'habillement, par exemple, on a Telmi ou Coucou qui pratique la location de vêtements pour femmes, pour Coucou, pour femmes enceintes et enfants pour Telmi. Et puis, on trouve aux Pays-Bas une solution de souscription à des appareils électroménagers. Donc, l'électroménager comme service, c'est l'entreprise Bundles qui fait ça. Le café aussi comme service avec Mon Cafetier, Javry, Bundles aussi propose des cafetières en location.
des bibliothèques d'objets comme EasyTo, des bibliothèques d'outils comme Tournevis, des solutions de fleet management, c'est-à-dire qu'une entreprise s'occupe d'une flotte de machines, d'une flotte d'automobiles, par exemple, pour une autre entreprise. Donc l'entreprise cliente n'est plus propriétaire de ces biens qu'elle utilise. C'est le cas chez Michelin, c'est le cas chez Rolls-Royce, par exemple, avec les moteurs d'avion, et la liste est très 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 longue. Donc la liste de tout ce que je viens de dégrainer ici est une liste de ce qu'on appelle Product Service Systems en anglais, et puis on appelle ça en français économie de, alors, soit de la fonctionnalité, soit économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est aussi un vocable qui accourt actuellement, ou bien économie de fonctionnalité. Voilà, donc il se pourra que je passe de économie de fonctionnalité à économie de la fonctionnalité, ça n'a pas grande importance pour la présentation d'aujourd'hui. Alors c'est un phénomène qui a des origines diverses, assez profondes. Je vous ai mis quelques exemples d'ouvrages qui sont parus dans les dernières années, mais qui traduisent des dynamiques qui sont plus profondes et plus anciennes. Par exemple, Walter Steinhull, c'est un des parrains, si vous voulez, de l'économie circulaire, et c'est aussi l'un des premiers à avoir pensé l'économie comme étant une vaste activité de gestion de flotte. C'est-à-dire que depuis les années 80, il prédit que l'économie va se serviciser et que les entreprises vont de plus en plus fournir des services ou de l'accès à des biens plutôt que vendre des biens en tant que tels. Jeremy Rifkin, dans L'âge de l'accès, donc l'essayiste à succès, propose une idée un peu similaire, mais plutôt du côté des consommateurs, qui seront des consommateurs d'accès, des consommateurs d'offres à la demande. Donc il parle beaucoup du développement de cette nouvelle culture du capitalisme, puisqu'il pense que c'est carrément quelque chose de profond et culturel. Le troisième ouvrage, Made to Serve, c'est un ouvrage qui est représentatif de la littérature sur la servicisation de l'industrie, le fait que les industries vendent de plus en plus des services, alors des services associés à des biens tout simplement, de l'assurance, du financement, du service après-vente, du conseil, etc. Et donc la part des services dans leur valeur ajoutée, dans leur chiffre d'affaires est croissante par rapport à la vente de biens, j'allais dire, purs, quoi, une vente sèche de biens. Et puis, dans la littérature sur les nouveaux business models durables, comme ici l'ouvrage de Samples et Hoffman, on parle aussi beaucoup d'économie de fonctionnalité comme une manière aussi de dématérialiser l'économie en faisant reposer les transactions non pas sur des volumes croissants de biens, mais plutôt sur la satisfaction de besoins. Alors c'est un modèle qui est, à vrai dire, fort séduisant, puisqu'il est réputé, comme je le disais à l'instant, contribuer à dématérialiser l'économie, hein. Le fait que l'entreprise ou l'organisation s'engage sur une performance plutôt que sur une quantité de biens vendus, sur un volume, fait qu'elle a intérêt à réduire la quantité de biens produits et mobilisés. Donc c'est dans son intérêt de réduire la quantité de matière, d'eau, d'énergie, etc., qui sont utilisées pour la production et la mise en service des biens. Et du coup, on passe d'une logique de volume qui est caractéristique de l'économie de croissance du XXe siècle, des 30 glorieuses, etc., à une logique de satisfaction toujours plus grande des besoins des consommateurs. Alors derrière tout ça, il y a des tendances de fond qui convergent, hein, à la fois en B2B, donc en business to business, et en B2C, business to consumer. Alors en B2B, c'est très net depuis plusieurs décennies, hein, avec la servicisation, comme je le disais, qui permet à la fois de booster la compétitivité d'entreprises qui font face à une concurrence féroce, de faire des marges plus élevées. Ça permet, du point de vue de l'entreprise cliente, de réduire ce qu'on appelle son coût total de possession et de se concentrer sur son activité phare, sur son core business. Donc c'est ce que Michelin propose à ses clients, c'est de s'occuper de tout ce qui est pneus, et l'entreprise de transport pourra alors se focaliser sur le transport des biens, tout simplement. Et puis, l'idée que serviciser, ça permet aussi de dématérialiser. Donc, c'est une idée qui a cours, mais bon, face à laquelle il faut être un petit peu prudent. J'y reviendrai. Tout ça facilité par le numérique, les plateformes numériques, etc. Et en B2C aussi, on a des tendances qui convergent vers justement ce qu'on appelle aujourd'hui une consommation sans possession, parfois, qui est, on va dire, une prémisse à l'économie de fonctionnalité. Alors, une part croissante de la population préfère l'usage à la possession. Ça, c'est documenté par des enquêtes de différents des sondages. En France, l'Observatoire de l'économie circulaire, l'Obsoco, etc. D'un autre côté, la production de services de location, et notamment de location de biens personnels et domestiques, connaît une croissance robuste. Et puis le développement de l'économie à la demande, il suffit de prendre l'exemple de Netflix
pour voir un peu à quoi ça correspond. Et du côté de ceux qui offrent des, comment dire, des services plutôt que des biens, eh bien, à des clients, à des particuliers, eh bien, il y a un intérêt à fidéliser la clientèle. Donc, l'idée, c'est que si vous abonnez une personne plutôt que de lui vendre un bien de manière ponctuelle, vous avez aussi une possibilité de la fidéliser sur le moyen ou sur le long terme. Voilà. Donc, ces tendances convergent vers une situation que le sociologue Pierre Velt appelle un changement copernicien, dans lequel de plus en plus les entreprises fournissent des services et puis des services intégrés à des biens. Alors il y a une dimension réelle, c'est déjà là, et puis il y a une dimension, on voudrait en développer certains aspects, donc une dimension plus normative, je dirais, on voudrait en développer certains aspects parce que c'est porteur de circularité, c'est porteur d'économie soutenable, je vais y revenir. Alors, je vous disais que les PSS, c'était l'équivalent, on va dire, de fonds d'économie de la fonctionnalité en anglais. Il y a tout un continuum entre juste rajouter quelques services à la vente d'un bien, donc tout à gauche, pure product. Vous voyez, ben, vous vendez un bien et puis vous ajoutez quelques services, par exemple de maintenance, de reprise en fin de vie, etc., jusqu'à la vente d'un pur service. Et puis, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a au milieu. Donc, c'est à proprement parler, les Product Service Systems, c'est-à-dire on vend un mélange de biens et de services et on tend à serviciser ce qui avant était juste la vente d'un bien. Alors vous voyez, ça peut passer par juste du service, du conseil, advice, du leasing de produits, du partage, de la location, de la mutualisation, pooling, etc., etc. Donc je vais un peu passer en revue ce qui ici représente les trois colonnes du milieu, hein, Product Oriented, Use Oriented, Result Oriented. C'est la typologie classique des PSS, d'accord, du plus orienté produit vers le plus orienté service. Et je vais essayer d'illustrer ces trois dimensions de l'économie de la fonctionnalité, en tout cas dans son acception anglophone. Alors, orienté produit, ben, on peut prendre l'exemple de Patagonia, qui non seulement vend des vestes, des t-shirts, etc., mais essaie de fournir un ensemble de services orientés vers le réusage, le recyclage, etc. Et ils ont même poussé l'idée jusqu'à dire ben, n'achetez pas cette veste. Donc c'est aussi l'idée à la fois de vendre, mais aussi bon, de ne pas survendre, de ne pas alimenter le consumérisme. Et donc là, il y a juste un service qui est surimposé à la vente d'un bien. Alors, les PSS dits orientés usage, c'est peut-être les plus classiques, c'est les exemples les plus classiques d'économie de la fonctionnalité. On peut prendre l'exemple de SwapFit, donc une offre de vélo. Alors, il s'agit en fait de mettre un vélo en location, en abonnement auprès de particuliers. Et ce qu'offre l'entreprise, c'est que le vélo soit toujours en état de marche et que le consommateur n'ait aucun souci vis-à-vis de l'état de marche du vélo, de sa disponibilité, etc. Donc il y a vraiment l'idée de vendre le service de se mouvoir grâce à un vélo plutôt que de vendre le vélo en tant qu'objet à la personne. Et donc il y a plusieurs abonnements possibles avec ou sans assistance électrique. Et puis Usitu, que j'évoquais il y a un instant, qui est une vaste bibliothèque d'objets dans laquelle vous pouvez trouver des objets d'une très grande diversité, mais qui généralement sont des objets à usage peu fréquent et à valeur relativement élevée, enfin, en tout cas à usage peu fréquent, donc des objets qu'on pourrait acheter et n'utiliser qu'une fois et puis remiser dans son garage. Ben ici, au lieu de le remiser dans son garage, ils sont remisés dans un entrepôt et puis on ne les utilise que quand on en a besoin. C'est l'idée de cette forme de mutualisation des biens, mais qui est prise en charge par une entreprise qui est une coopérative, mais qui professionnalise, je dirais, la fourniture d'un accès. Et puis Telmi, que j'avais aussi évoqué, qui propose un abonnement à des habits pour femmes enceintes et enfants ou bébés, avec l'idée justement que ce sont des âges et des situations, des moments de la vie où on a besoin d'un certain type d'habillement, mais qui sera utilisé pendant un temps très court. Donc autant le louer plutôt que l'acheter et le remiser. Donc ça, ce sont les PSS orientés usage. Donc ce qui fournit, c'est l'usage, et ce qui est la base du paiement aussi à l'entreprise, c'est la quantité d'usage. Alors ça peut être le nombre d'items loués par mois, ça peut être, enfin dans tous les exemples ici, c'est le cas. Voilà, ça peut être aussi dans d'autres cas un paiement à la copie ou au kilomètre pour les pneus Michelin, etc. Et puis si on se déplace encore un peu plus à droite, et qu'on va un peu plus vers l'idée de service ou de performance, il y a les PSS dits orientés résultats. Alors, on peut prendre comme exemple l'éclairage comme service. Voilà. Donc, c'est l'idée que l'entreprise vous vend
une qualité d'éclairage constante, adaptée aux besoins si vous êtes particulier ou professionnel, adaptée à vos besoins, avec, si possible, une faible consommation d'énergie. Et donc, ce qui est fourni, ce n'est pas des ampoules, ce n'est pas un réseau électrique, mais c'est plutôt des lumens ou bien un confort électrique. Enfin, un confort lumineux, pardon. Et il existe l'équivalent, enfin, à quelque chose près l'équivalent dans le secteur de l'énergie, avec ce qu'on appelle les ESCOs, les Energy Service Companies, qui proposent des contrats de performance énergétique. Donc, une fois de plus, l'entreprise ne va pas vous vendre de l'électricité, elle ne va pas vous vendre de l'énergie, mais elle va vous vendre la performance de réduction de la consommation d'électricité ou de réduction de la consommation d'énergie, et elle va se financer sur ces réductions de factures d'énergie qui seront permises du côté du client final. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée d'intégrer une offre et de la rendre la plus proche de la performance que possible. Alors l'économie de la fonctionnalité, elle participe de toute une nébuleuse, je dirais, une galaxie de nouveaux modèles économiques qu'on a tendance à parfois un petit peu confondre. Et donc, je vais revenir sur quelques modèles qui sont peut-être parfois proches, mais tout de même différents de l'économie de la fonctionnalité. Alors déjà, l'économie de la fonctionnalité, ce n'est pas de la simple location. Il y a quand même un objectif de substitution de l'usage à un achat de biens. Il y a aussi un objectif d'intensification de l'usage des biens. C'est bien la portée... excusez-moi. Voilà. D'intensification de l'usage et de dématérialisation de l'activité économique. Hop. Et puis, on a tendance aussi parfois à confondre économie de la fonctionnalité, économie collaborative ou économie du partage. Alors, il y a tout de même des différences. Hein. L'économie de la fonctionnalité propose des offres, on pourrait dire, professionnelles d'accès à des produits-services, et il ne s'agit pas de mise en relation horizontale de particuliers. Donc, il y a vraiment cette idée de professionnaliser une offre, ce qui devrait être un gage de qualité et de capacité à optimiser le cycle de vie des objets qui sont mis en usage. Et puis, l'économie de la fonctionnalité est aussi différente de l'économie de plateforme. Alors, ce n'est pas une simple mise en relation sur une plateforme entre une offre et une demande, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a un contenu en service, il y a un objectif explicite de dématérialisation, etc. Alors, ce n'est pas parce que le modèle est différent de tous ces modèles apparentés qu'il n'y a pas des intersections, voire des synergies. Alors, si on réfléchit à économie de la fonctionnalité plus plateforme, ça donne l'idée que bien gérer une plateforme, avoir des plateformes performantes pour la gestion des stocks et des flux est quelque chose d'essentiel pour assurer que dans des situations de location ou d'abonnement, eh bien, les personnes aient toujours accès aux biens dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, dans les freins au développement de l'économie de la fonctionnalité, revient souvent du côté des consommateurs l'idée qu'ils ont peur justement que le bien ne soit plus disponible lorsqu'ils en ont besoin. Et typiquement, bien, si vous allez chez Usitu et que vous avez besoin d'un coffre de toit ou d'un barbecue pour le week-end, la demande est fortement cyclique et la demande a tendance à se concentrer sur les mêmes week-ends et les mêmes moments pour partir en vacances ou pour faire un barbecue. Donc forcément, il peut y avoir des risques de non-approvisionnement. Alors le partage... Oui. Philippe, excuse-moi, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de l'affichage des slides. On est resté sur le slide de ce que l'économie de fonctionnalité n'est pas. Je ne sais pas si tu as changé. Oui, j'ai changé. Je suis dans un slide suivant, mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Voilà. J'avais perdu à un moment donné la main le sur partage. le slide. Voilà. Alors, si j'appuie sur prendre le contrôle, peut-être? Est-ce que ça va mieux ainsi? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc désolé, donc, il y avait le premier point sur l'économie de plateforme, l'économie de la fonctionnalité, le deuxième sur l'économie du partage. Alors, il y a des formes d'économie de la fonctionnalité qui mobilisent l'idée de partage, hein, par exemple des bibliothèques d'objets ou des BBTech qui recueilleraient des dons d'objets de particuliers. Donc ça, c'est vraiment dans l'idée de l'économie du partage. C'est le cas de la BBTech Eisenhof à Ixelles, à Bruxelles, ou de Usitu. Et puis, si on regarde aussi les liens entre l'économie de la fonctionnalité et la collaboration, il y en a aussi hein, dans l'idée de réciprocité, de création de liens entre citoyens qu'on peut retrouver dans des initiatives telles que Tournevis, qui est une outil tech, une bibliothèque d'outils gérée par une SBL, ou bien
un vélo pour 10 ans, voilà, qui permet à des enfants d'avoir toujours un vélo à leur taille et à leurs besoins, et cela pendant 10 ans, parce que justement, il y a une rencontre entre des personnes qui travaillent dans ces structures et les clients. Il y a des moments qui sont spécifiques justement de collaboration pour apprendre à utiliser, à avoir un bon usage du bien, etc. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que l'économie de la fonctionnalité trône seule face à tous ces autres modèles, mais il y a des synergies tout à fait intéressantes qui peuvent être exploitées. Et puis, dernière synergie qui peut être évidente, en tout cas dans la situation actuelle, c'est le lien avec l'économie circulaire. Alors, dans beaucoup de présentations, que ce soit celle de l'ADEME, donc qui est l'agence de la transition en France, ou celle du PREC, le programme régional en économie circulaire de la région de Bruxelles-Capitale, mais j'imagine que dans d'autres institutions, la présentation est à peu près similaire, la fonctionnalité fait partie de l'économie circulaire. Donc c'est un des piliers qu'on peut trouver, si vous regardez le graphique de l'ADEME, un peu à cheval entre l'offre des acteurs économiques et la demande des consommateurs. Alors ça traduit bien l'idée que pour passer à la fonctionnalité, il faut qu'à la fois les offreurs offrent autre chose, qu'ils s'engagent à offrir autre chose, et que les consommateurs changent aussi leurs pratiques. Donc ça embarque, si vous voulez, à la fois le consommateur et l'offreur dans un changement qui peut être assez profond. Et puis, vous voyez dans la source PREC, là, ça a été mis dans offre des acteurs économiques. On pourrait aussi dire que d'autres approches considèrent l'économie de la fonctionnalité comme quelque chose qui peut-être transcende l'économie circulaire ou qui est à part. Il y a toute une littérature qui développe l'économie de la fonctionnalité sans forcément faire le lien de manière aussi évidente avec l'économie circulaire, mais c'est un lien qui est fort et qui est important à établir. Voilà. Alors, il me reste quelques slides, avec peut-être quelques minutes. Alors, je voudrais évoquer tout d'abord les promesses en matière de développement soutenable que ce modèle porte. Alors déjà, l'idée que si on a accès aux biens plutôt qu'on les achète à chaque fois qu'on en a besoin, ça permet de produire et de consommer moins de biens, ce qui veut dire moins de ressources extraites, moins de déchets. D'où l'importance de la dimension de substitution à l'achat dans l'offre d'économie de la fonctionnalité. Il y a beaucoup d'offres qui s'apparentent à de l'économie de la fonctionnalité, qui en fait sont plutôt des offres de location standard, qui ne permettent pas de remplacer un achat par un usage. Et puis l'idée de responsabilité élargie du producteur. Donc comme je le disais en introduction, il y a un intérêt pour celui-ci à fournir des biens les plus durables, les plus réparables, les plus recyclables possibles. Et puis, il y a aussi un intérêt que le vendeur soit aussi producteur. Alors, ce n'est pas toujours le cas chez les opérateurs en économie de la fonctionnalité. Parfois, il s'agit juste de revendeurs, donc qui s'approvisionnent chez des producteurs et puis qui mettent en fonctionnalité. Mais lorsque le vendeur est aussi producteur, c'est un incitant à produire de manière éco-conçue, de manière modulaire, de manière réparable, etc. Facile à réparer, facile à réusiner, etc. Généralement, l'idée c'est que la rentabilité ne soit pas forcément sacrifiée. Il y a des avantages au fait d'avoir des offres qui sont sur la durée, qui soient dans une perspective d'abonnement, pour fidéliser notamment le client. Mais on observe qu'il y a un temps de retour qui est un peu plus long pour les entreprises qui voudraient se lancer dans ces modèles. Et puis, c'est un modèle qui est supposé répondre aux besoins des gens de manière directe. Donc, il faut que l'organisation connaisse, mais vraiment approfondisse le besoin réel, soit de l'entreprise, soit du particulier auquel elle propose son offre. D'où l'importance de coopérer avec différents acteurs, mais aussi parfois de co-créer les solutions. C'est ce que font certaines entreprises en EF, assez diverses, d'aller vraiment au plus près du consommateur pour co-créer une offre. Et ça pose aussi après la question de l'établissement de contrats. C'est peut-être un point un petit peu sensible de l'économie de la fonctionnalité, c'est comment, lorsqu'on coopère, répartir la valeur ajoutée entre différents acteurs. On pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Et puis je vais terminer avec certaines limites. La première, c'est qu'en B2C, donc auprès des particuliers consommateurs, c'est un modèle qui a un peu de peine à percer, qui est parfois mal connu, mal compris, qui apporte des avantages économiques qui sont parfois peu évidents, qui demandent beaucoup de changements de pratiques profondément ancrés chez les personnes, et donc il est difficile aujourd'hui de trouver un exemple d'économie de la fonctionnalité en B2C qui soit, qui soit une réussite et à la fois qui soit montée en échelle, qui se soit développée dans plusieurs pays, etc., pour les raisons que je viens d'évoquer et encore bien d'autres raisons. Alors au niveau de la circularité ou de la soutenabilité, il y a aussi le problème du transport des biens, de la logistique,
qui est nécessaire pour permettre l'accès à l'usage. Alors une fois que vous avez accès à un bien, encore faut-il que le bien soit amené à vous ou que vous soyez amené au bien, ce qui peut démultiplier les transports, soit les transports de biens, soit les transports de personnes. Donc ça, c'est un problème qu'il faut gérer. Et puis certaines offres peuvent encourager au consumérisme en poussant à changer plus souvent de produits, à obtenir le dernier produit à la mode, etc. Ce qui est parfois aussi un argument de vente de la part d'entreprises, alors qui parfois ne se revendiquent pas d'économie de la fonctionnalité, mais qui ont des offres qui pourraient y ressembler. Donc, par exemple, dans le leasing de smartphones ou autre, l'idée c'est plutôt d'avoir le dernier qui vient de sortir plutôt que de se dire je rentre dans une démarche éco-citoyenne, de circularité, etc. Et puis, comme dans n'importe quelle offre économique, il faut faire attention aux effets rebonds, le fait que parfois une offre fonctionnelle permette de faire des économies, en tout cas à court terme, faire des économies, puisqu'on n'a pas un achat massif, mais on a une petite somme à débourser chaque mois. Ce qui est économisé va probablement être dépensé ailleurs, et c'est dans ces dépenses ailleurs qu'il peut y avoir aussi des effets pervers vis-à-vis de l'environnement et de l'écologie. Voilà, ce sont quelques limites de ce modèle, mais qui n'épuisent pas tout et qui ne le rendent pas complètement contre-productif, je l'espère. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très claire et très complète, je trouve, du concept d'économie de là ou de fonctionnalité selon les termes. On proposait ici d'avoir 5 petites minutes pour des questions de clarification, donc peut-être pas des questions de débat qui pourront être abordées en fin de webinaire, mais donc n'hésitez pas à ouvrir le chat voilà, pour poser vos questions. Si vous avez des questions de clarification pour Philippe Roman. Oui, alors je vois qu'il y a une question de Sébastien sur des statistiques concernant le recours effectif à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vois qu'il y a un C par les entreprises en B2B. Peut-être qu'Emmanuel aura une réponse. Moi, je n'en ai pas. Je ne connais pas de telles statistiques. Ce que je peux dire, peut-être a priori, c'est que je ne connais pas de véritable normalisation du concept qui permettrait d'en faire quelque chose que l'on mesure effectivement et que l'on mesure de manière précise. Donc, ce qu'on a, c'est des cas d'études qui sont multiples. Après, je ne connais pas de statistiques à proprement parler sur l'économie de la fonctionnalité. Il y a des enquêtes de l'Obsoco en France, mais qui portent sur les consommateurs, savoir s'ils ont eu recours à l'économie de la fonctionnalité, mais je ne connais pas, en tout cas, d'enquêtes qui portent directement sur les entreprises. En tout cas, je suis intéressé de les connaître si elles existent. Merci. S'il y a d'autres questions, on peut encore attendre une petite minute, sinon on passera à la présentation suivante sur des exemples vraiment concrets d'entreprises et on aura un temps d'échange de toute façon à la fin du webinaire. Je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Donc je pense que nous allons... Ah, voilà, une deuxième question. Avez-vous des exemples d'économie de la fonctionnalité dans le secteur de la santé ? Je sais qu'il en existe un, mais qui ne me revient pas ici tout de suite. De centralisation des... je ne saurais pas vous expliquer ça bien, donc peut-être qu'Emmanuel a l'information, mais je suis désolé. Je ne sais pas précisément répondre à cette question, et je vois qu'il y a plusieurs autres questions qui viennent d'arriver. Oui, entre-temps, on peut sinon garder celle de la santé et peut-être toujours pour après. échanger de manière bilatérale par la suite. Alors, les monnaies oui, si tu les vois, Philippe, je suis... Oui, c'est ça. Excuse-moi. Peut-être je t'en prie, non, je t'en prie. Une question sur les monnaies locales, oui. Alors, est-ce qu'elles peuvent faire considérées comme faisant partie de l'économie de la fonctionnalité? Je pense que les monnaies locales, elles sont un vecteur ou un moyen de développer tout un tas d'offres, qu'elles soient en circuit court, qu'elles soient fonctionnelles ou autres. Après, je ne pense pas que ce soit qu'il y ait plus d'affinité avec l'économie de la fonctionnalité qu'avec d'autres modèles. Donc, évidemment qu'elles pourraient être mises au service de l'économie de la fonctionnalité, mais une fois de plus, je pense que un des problèmes de l'économie de la fonctionnalité, c'est son flou conceptuel et la difficulté à définir ce que c'est, ce que ça n'est pas. Donc souvent, quand on veut mener une politique en économie de la fonctionnalité, on se pose déjà la question, mais c'est quoi une offre fonctionnelle? Et on a un peu du mal à y répondre, parce qu'il y a une telle diversité, que j'ai un peu abordée, mais qui est encore plus grande que ça, des offres de produits chimiques en leasing à Telmi, il y a quand même un gros écart. Et donc, avant de soutenir par des monnaies locales ou autres, il faut s'entendre sur c'est quoi l'économie de la fonctionnalité. Et ça, c'est un pas qui est
me semble-t-il, pas encore complètement effectué de partout. Oui, et alors c'est plus une réaction qu'une question sur le... que ça ne perce pas beaucoup plus en B2B. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. En tout cas, tout ce qui est servicisation, tout ce qui est consommation sans possession, ça, en B2B, c'est développé depuis fort longtemps. Je parlais de le secteur chimique est quasiment, peut-être pas à 100%, mais très largement là-dedans. Le secteur automobile de plus en plus. Et il y a plein de secteurs qui fournissent plus des services, de l'accès, etc., que de la vente pure de biens. Donc, je pense que c'est très développé en B2B, mais une fois de plus, est-ce que c'est vraiment l'économie de la fonctionnalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toute cette dimension dématérialisation, intensification de l'usage, cycle de vie, économie circulaire derrière? Pas forcément. Voilà. Donc, à cette aune-là, peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas forcément plus développé en B2B qu'en B2C. Alors, nous avons une question voilà, plutôt pratico-pratique, à savoir en tant qu'acheteur, si je suis intéressée par le concept, comment trouver les fournisseurs prêts à rentrer dans des modèles d'économie, enfin, je ne sais pas si c'est économie circulaire plutôt, je vois EC, ou économie de fonctionnalité. Enfin, ici, on est plutôt sur cette matière-là dans ce webinaire. Est-ce que ça existe? Moi je ne saurais répondre qu'au niveau bruxellois. On pourra peut-être poser la question aussi à notre deuxième intervenant. Au niveau wallon, je ne sais pas. Au niveau bruxellois, il existe un cluster en économie circulaire, donc il comprend des initiatives fonctionnelles. Voilà. Pas que, mais donc c'est le cluster Circle Made. Donc on y retrouve des entreprises qui sont toutes engagées dans le circulaire. Voilà. Après, pour la Wallonie, ça, je sais un peu moins. Lara, je ne sais pas si tu souhaites intervenir sur la politique wallonne et des initiatives. Oui, merci Valentine. Mais c'est que là, ça dépasse un peu le cadre du webinaire. Mais c'est qu'en région wallonne, maintenant, on est en train de travailler sur une stratégie de déploiement de l'économie circulaire et qui intégrera bien sûr l'économie de la fonctionnalité. Et je vois qu'on a à côté de ça une question, mais voilà, que je peux peut-être envoyer à Philippe après, sur les pouvoirs publics. Ont-ils décidé l'économie de la fonctionnalité dans les marchés publics? Moi, je peux également y répondre, mais peut-être que Philippe, vous pouvez y répondre avant. L'EF dans les marchés publics, pas à ma connaissance. Mais... oui. Moi, justement, j'ai des exemples dans le cadre du projet similaire de la Flandre, donc aussi Green Deal circulaire à Copen. Il y a plusieurs exemples justement de pouvoirs publics flamands qui ont fait des marchés, notamment avec de Light as a Service, je pense. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Wallonie, je n'en ai pas connaissance. C'est vrai que c'est une vraie question dans le cadre de ce webinaire qui est justement orienté dans le cadre du Green Deal achat circulaire qui vise à justement intégrer ces préoccupations dans les politiques d'achat. Donc voilà, c'est clair qu'un partage d'expérience serait bien utile. Et je vois une dernière question, je crois qu'on va s'arrêter là après. Ah non, voilà, c'est une proposition pour en discuter après le webinaire. Et un intérêt aussi pour avoir des détails sur les exemples flamands. Donc ça, peut-être que Lara, on pourra communiquer là-dessus à l'issue du webinaire quand on fera la communication sur, effectivement, sur la vidéo et les supports. Super, merci beaucoup pour vos réactions et questions. On va passer du coup à la deuxième intervention d'Emmanuel Ditteren. Le temps qu'Emmanuel puisse partager son écran. Voilà. Je vais demander à Philippe de déconnecter. Super. Je vais lancer la présentation. Et Monsieur Dubois, votre caméra est mise, peut-être la couper. Voilà. Je demanderai à Valentine de confirmer qu'on voit bien le slide en version pleine. Oui, il faut avoir une confirmation orale? Oui. Ok, super, merci. Ah voilà. Pardon, mon micro était coupé, c'est parfait. Mais voilà, merci, merci à Valentine et Lara de nous avoir fait cette invitation, de vous parler d'un concept en effet qui est peu connu et qui est dans sa manière
de faire des retours d'expérience, les typologies, et je remercie Philippe d'avoir bien tracé déjà un bon cadre de typologie de cas. Je pense que c'est important d'avoir quelque part ce genre de lecture, parce qu'aujourd'hui, en effet, on est dans le champ de l'exploration de l'économie de la fonctionnalité, et qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir prendre acte des intentions du concept, de prendre acte de ce qui se fait déjà en termes de B2C, mais également de B2B, et puis d'imaginer mais quelles vont être les conditions pour que ce genre de solution se massifie. Alors, j'ai l'occasion du coup de vous parler de ce concept sous l'angle plutôt des modèles d'affaires, donc du point de vue de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'Imatera, qui est un collectif d'accompagnateurs et d'entreprises actifs dans l'économie de la fonctionnalité, un collectif franco-belge, auquel participe d'ailleurs donc une série d'acteurs belges de l'accompagnement d'entreprise, dont ma structure Ecores fait partie en tant qu'acteur d'accompagnement dans la transition des organisations, et puis aussi la structure Eclos basée à Liège. Et j'ai cru voir dans les participants, voir apparaître ma collègue Charlotte Dradon d'ailleurs, de ce collectif. Et donc aujourd'hui, c'est la question que j'ai envie de traiter avec vous, c'est est-ce que l'économie de la fonctionnalité, la coopération est un modèle d'affaires innovant? Quelque part, c'est poser la même question que Philippe sous un autre angle. En tout cas, c'était une invitation quelque part qui doit être faite à tout le monde, c'est qu'il faut se rendre compte que ces modèles, quand bien même ils sont peu visibles, ils sont en train de se structurer, de s'explorer, et surtout, ils sont faits avec une intention d'être en rupture aussi par rapport à d'anciens modèles. Et donc, je pense qu'en effet, autant les typologies qui montrent une forme de continuité entre un système produit centré jusqu'à des solutions pures, fonctionnelles, sont intéressants pour essayer de voir quels sont les différents cas et les différents espaces de transition possibles des modèles. Mais en même temps, je pense que c'est important de prendre conscience qu'il y a des choses assez radicales qui se passent là-dedans, puisque c'est le consommateur, qu'il soit client final, particulier ou entreprise dans une relation B2B, est fortement questionné et quelque part challengé dans sa manière d'acheter de manière générale. Voilà. Et donc l'expérience que je vous donnais, l'interprétation que je vous donnais de l'économie de la fonctionnalité, c'est sous l'angle aussi d'Imatera, qui est une organisation franco-belge, comme je disais, composée et d'accompagnateurs de territoires, en France et en Belgique, mais aussi d'entreprises qui sont également en transition. Et donc, les récits qu'on a autour des communes de la fonctionnalité en tant qu'Imatera sont teintés d'expériences, de vécus qui sont parfois très très récents dans des réflexions méthodologiques faites avec les entreprises, de plusieurs dizaines d'entreprises qui, depuis quelques années, sont en parcours d'accompagnement dans ces cercles d'entreprises. Pour vous dire aussi que, bon, voilà, en Imatera Belgique, en l'occurrence, on est un collectif, on est des visages basés dans les 4 coins de Wallonie et à Bruxelles. Et notre raison d'être, elle est d'être aux côtés des entreprises. C'est challenger et accompagner les acteurs économiques pour les aider à mettre en œuvre des modèles économiques plus efficients sur le plan environnemental, social et monétaire. C'est une porte d'entrée, c'est notre porte d'entrée sur l'économie de la fonctionnalité. Et ce qui est important pour moi de mettre en évidence ici, c'est le fait qu'on est là pour accompagner, pour challenger et aussi le faire avec eux. Et donc, on fait face avec ces entreprises aux difficultés, aux limites. Le cadre que j'ai envie de poser en termes d'économie de la fonctionnalité et la coopération, finalement, en un slide d'un point de vue théorique, c'est de dire un peu autrement ce qui a déjà été exposé. Quelque part, c'est de dire que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc c'est le terme que nous on utilise chez Imatera, c'est d'abord une innovation de rupture sur les modèles économiques, parce que nous avons la croyance, en tout cas, que c'est une manière de faire complètement différente, qui s'inscrit évidemment dans cette recherche de l'économie circulaire, de rendre les modèles, de terminer avec les modèles linéaires, en tout cas un jour peut-être, de terminer avec en tout cas la domination des modèles linéaires, que du coup c'est une invitation à revisiter les ressources de l'entreprise, de toutes ses parties prenantes et du territoire. Et donc comme les exemples de Philippe l'illustrent très très bien, les axes de la consommation qui sont mis en évidence par les quelques exemples d'entreprises pionnières dans l'EFC au niveau du B2C montrent que ça touche à différents pans de la société et de notre organisation. La mobilité, l'alimentation, s'habiller, acheter comme acteur public en tant qu'organisation. Et donc, cette manière d'explorer les ressources d'entreprise différentes telles que l'EFC le propose est un élément hyper important. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant pour nous ici, c'est d'en tirer les conclusions, même si on est totalement en chemin et au début d'un long chemin sur cette voie. Et puis, c'est un prisme que je vais vous expliquer dans quelques secondes. C'est la croyance aussi que l'EFC, ça va permettre de rendre les entreprises plus efficientes sur le point de vue économique, dans une perspective de développement durable. Et vous verrez que notre compréhension et notre définition de l'efficience économique a vraiment le sens, je dirais,
sémantique du mot oikos économique, qui est quelque part gérer la maison. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'oikos, on a cette dimension environnementale qui est pleinement présente. Alors, j'espère que dans les slides prochains, je vais vous inviter à une petite balade au cœur des entreprises que nous accompagnons et également au cœur du concept de l'EFC et de l'efficience économique. Alors, on va y aller pas à pas, puisque je vais d'abord vous expliquer quelle est notre définition de cette notion d'efficience économique. Alors, la première question, c'est quelle différence on va faire entre la notion d'efficacité et d'efficience. Alors, pour la petite histoire, je vous la raconte en images. Et je dis pour la petite histoire parce que ces images font partie d'une bande dessinée que Christophe Sempels, qui est un des fondateurs d'Imatera, en fait, a souhaité publier avec un dessinateur pour essayer de rendre le concept de l'EFC, qui est assez complexe, le plus accessible possible. Christophe Sempels, d'ailleurs, qui est un des auteurs des livres cités par Philippe Roman. Et dans cette bande dessinée, on lit que l'efficacité, on la définit ici comme étant la capacité à atteindre un résultat donné sans se préoccuper des moyens utilisés. Et donc, quand on parle de donner un médicament à un malade, il s'agit de se dire, si la température baisse et que le malade va mieux, le médicament est efficace. Alors, l'efficience, c'est de l'efficacité, mais avec une attention portée de manière très importante sur le résultat, mais aussi sur la manière dont on atteint le résultat. À savoir que on s'inscrit dans une version relative d'efficacité qui essaie de comparer deux solutions efficaces dans ce qu'elles recachent, dans ce qu'elles cachent, dans ce qu'elles recouvrent. À savoir que certains médicaments seront plus efficients, peut-être parce qu'ils ont moins d'effets secondaires, qu'ils agissent plus vite, qu'ils sont peut-être moins chers, qu'ils sont peut-être plus accessibles. Ce sont des médicaments génériques, etc. Et donc, la qualité du chemin avec laquelle on va atteindre le résultat escompté est hyper importante. Et bien entendu, comme l'a exposé Philippe Roman, l'économie de la fonctionnalité qui est inscrit dans cette recherche de la performance, on parle de la performance au niveau de l'usage, à savoir que quand je loue un vélo, l'objectif c'est que ce vélo me rende service dans mon déplacement et que les vitesses soient bien réglées et que les freins également. Mais c'est également avec une perspective que ce vélo, en utilisant ce vélo, je m'inscris dans une vision générale de dématérialisation, peut-être de réflexion plus générale sur mes déplacements. Donc, je ne suis plus dans une réflexion, la mobilité, c'est me déplacer d'un point A à un point B, sans poser la question du chemin traversé. Alors, cette question de l'économie de la fonctionnalité et donc l'efficience économique, qui est quelque part le prisme de la durabilité que nous proposons ici, le petit dessin du pneu est là pour illustrer ce que donnerait l'application du concept d'efficience économique à une entreprise qu'on retrouve beaucoup dans les ouvrages sur l'économie de la fonctionnalité et sur l'exemple de Michelin, qui a transformé son offre de vente de pneus pour des transporteurs, par exemple, en une offre axée sur le service, le kilomètre en l'occurrence, et tous les bénéfices d'usage connexes. Alors, dans ce schéma, on est dans un cycle de conférences qui sont très axés sur les aspects environnementaux, et notamment, évidemment, tous les bénéfices sociaux. Je vais plus m'arrêter sur la question d'efficience monétaire et puis du cœur de ce schéma, qui est la notion d'efficience économique. Le schéma ici a pour objet de dire que l'efficience économique, qui est la manière d'atteindre cette performance d'usage, donc dans un modèle économique qui est en l'occurrence l'économie de la fonctionnalité et la coopération, n'est jamais là que pour accomplir la raison d'être d'une organisation. En soi, la raison d'être d'une organisation qui est un opérateur en EFC de location de vélo n'est jamais que de vous offrir une solution de déplacement pour atteindre en temps et en heure votre destination. Et la question, qui est hyper triviale ici et importante, c'est de savoir, est-ce que dans cette solution, comment est-ce que vous-même, vous pouvez gagner de l'argent si ce déplacement a une certaine valeur. Imaginez que vous êtes un indépendant qui se déplace en vélo, et ça existe aujourd'hui dans les espaces urbains. Eh bien, à utiliser ma solution, est-ce que je vous fais gagner du temps? Est-ce que je vous fais gagner de l'argent? Et en même temps, est-ce que moi, la solution que je vous propose est suffisamment performante pour que moi-même, je gagne ma vie et que je puisse vous permettre d'atteindre vos résultats et moi-même d'atteindre mes résultats économiques, de le faire dans le respect de mes engagements sur l'efficience environnementale, sur l'efficience sociale et mes engagements surtout à offrir de la performance d'usage. Et donc, l'efficience économique n'est jamais qu'une mise en relation de la performance que vous atteignez en tant que client, mais de la performance que moi-même, en tant qu'entreprise fournisseur, je peux atteindre parce que plus je suis performant moi-même en tant qu'offre, plus vous êtes performant vous en tant que client. Et donc, c'est un peu de dimension-là que j'ai envie de rajouter dans le débat aujourd'hui, c'est cette relation intrinsèque et intime qui existe entre le fournisseur et le client. Et qui, je vais passer ce slide, en fait, il y a cette raison d'être
de l'organisation et qui nous invite à poser cette question. Pourquoi, en 2 mots, nos clients se tournent vers notre organisation? Cette question-là, elle est au cœur de la réflexion de l'économie de la fonctionnalité chez Imatera. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette notion de raison d'être qu'on va vérifier si, dans ma réflexion sur mon modèle économique, je cherche en effet à atteindre les attentes profondes de mes clients, de mes bénéficiaires. Est-ce que je tiens compte de ces enjeux fins d'usage? Est-ce que j'apporte la bonne réponse? Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les 2 prochains slides parce que je pense qu'au regard du propos précédent, mais je trouve que c'est important du coup de s'arrêter surtout sur le lien entre tous ces concepts. Et si je me permets d'apporter ce slide un peu chargé, je vous promets, c'est le dernier en soi, qui est en fait un slide très très important. Je pourrais après passer des heures à en discuter avec vous, avec chacun son point de vue. Mais la phrase ici est importante, c'est de dire que l'économie de la fonctionnalité à coopération, c'est en fait quand un acteur met son offre et donc son modèle économique que vous voyez sur la gauche, avec toute sa chaîne de création de valeur jusqu'à l'appropriation de la valeur et puis la monétisation. Et donc, quand un acteur met son modèle économique en cohérence avec sa raison d'être, dans une dynamique permanente, je veux dire, d'évolution et je dirais même d'amélioration de l'efficience économique, eh bien, on est inscrit dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Parce qu'on cherche à avoir une performance d'usage en démultipliant les effets d'un point de vue environnemental, social, tout en maximisant l'aspect monétaire, tant chez le client que chez moi-même. Voilà, vaste programme. Quand mon modèle économique tend vers l'efficience économique, je tends vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ça, c'est l'objectif et c'est le concept en l'occurrence. Mais voilà, mais comment est-ce qu'on y arrive? Et donc, je vous avais promis que l'idée ici, c'était de rentrer dans le cœur de l'entreprise. Et en l'occurrence, je vais m'arrêter sur certains des éléments principaux que vous voyez sous les yeux, à savoir que dans une réflexion avec une entreprise sur l'économie de la fonctionnalité et la coopération, on est invité à analyser un certain type d'éléments, notamment les limites du modèle, évidemment, parce que l'économie de la fonctionnalité est en réaction à un certain type de modèle. Pourquoi? Parce que les entreprises vivent elles-mêmes ces limites. C'est très important. Ensuite, il y a comment est-ce que j'intègre cette question des externalités, donc des impacts indirects, dans la perspective qu'en effet, si je m'inscris et je souhaite m'inscrire dans l'économie de la fonctionnalité, c'est parce que je souhaite porter une attention sur la manière dont je vais pouvoir internaliser dans mon offre, dans ma comptabilité et dans mon rapport de durabilité, tout ce que je peux prendre en charge de ces externalités environnementales, sociales dans mon projet. Et donc, je vais être amené à mobiliser mes ressources, peut-être matérielles en partie, mais aussi immatérielles, pour pouvoir faire en sorte que ma solution se dématérialise et valorise, à l'inverse, de plus en plus de ressources immatérielles. Alors, la question qu'on pose toujours aux entreprises, parce que c'est sur la question des limites, c'est de dire aux entreprises, en fait, aujourd'hui, est-ce que vous vendez des produits? Est-ce que vous vendez des services? Est-ce que vous vendez les deux? Et donc, à travers cette question, mais vous retrouvez un peu, finalement, l'esprit de la typologie qu'on a vu tout à l'heure, entre des entreprises qui seraient éventuellement purs produits, d'autres purs services, quand elles démarrent leur réflexion d'économie de la fonctionnalité, et puis d'autres qui seraient entre les deux. Alors, la question, c'est, oui, quand je suis une entreprise qui vend aujourd'hui que des produits, j'ai une marge de progression, en tout cas, j'ai un trajet à réaliser qui est assez important vers l'économie de la fonctionnalité pour me transformer. Mais si à l'inverse, je suis une entreprise 100% servicielle, ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour moi, je vous le confirme, de passer à l'économie de la fonctionnalité. Et pour différentes raisons que l'on va voir après. Ensuite, un autre élément de départ pour une entreprise, c'est de se demander, mais est-ce que je dépends du volume? En fait, c'est ça aussi, l'économie de la fonctionnalité est une réaction à un modèle volumique où l'entreprise dépend fortement au fait de devoir vendre toujours plus, à toujours plus de clients et vendre toujours plus aux mêmes clients. Et donc, qui nous amène du coup à mettre toujours plus de matière sur le marché sans réflexion sur la qualité d'usage et la performance d'usage. Et donc, première question, quelles sont les limites de notre modèle économique? C'est celle que nous posons à nos entreprises quand elles démarrent une trajectoire. Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui et quelles sont les limites de notre modèle aujourd'hui? Alors, je vous ai promis des exemples. Le premier est celui-là, un exemple qu'on prend régulièrement parce qu'il parle, d'une part, à beaucoup d'acteurs industriels quand ils sont autour de la table. Peut-être que vous êtes attachés de près ou de loin dans le secteur industriel. Et puis, je suis très content de voir que les exemples que je vais proposer sont complémentaires quelque part aux exemples plus B2C que Philippe Roman a présenté. Parce qu'en fait, l'économie de la fonctionnalité et la coopération existent aussi dans le secteur B2B. En l'occurrence, ici, je vous présente une entreprise donc, dans la liégeoise, dans la région de Liège, qui a comme historique
d'être actif depuis 15 ans dans l'usinage, donc la conception, la fabrication et l'installation chez des clients industriels d'outils de pulvérisation, d'huile, de peinture, qui vont notamment servir à la fabrication, dans le cas de l'huile, à des éléments préfabriqués en béton. Et donc, je vais m'arrêter sur ce type d'activité-là. Waters Technolube a comme métier de base de vendre des installations de pulvérisation d'éléments en béton pour le secteur industriel. Entreprise de 15 ans qui a donc une compétence très très pointue sur la question, qui réfléchit sur le type de huilage, qui a une compétence sur la maîtrise des produits hydrophobes, sur les l'anti-UV, l'anti-mousse, qui travaille sur la précision de ses appareillages, sur les zones de dépôt, qui du coup a comme effet d'avoir une compétence sur la maîtrise des coûts et des nuisances également. Et c'est en partant de cette compétence-là qu'elle s'est mise en recherche d'un nouveau modèle, mais c'est aussi parce qu'elle faisait face à certaines limites dans son secteur. Et les limites que rencontre une telle entreprise, elles sont variées. La première, c'est que pour faire face aux concurrents qui ont un modèle basé sur la recherche de plus en plus de clients et sur la compression des prix à la vente de ces installations, on parle de 100 000 € dans une usine, hors frais, hors consommables, alors que ce sont les consommables qui coûtent très très cher. Et donc les concurrents ont tendance à baisser leurs coûts de vente pour gagner des parts de marché dans un marché qui non plus pas infini. C'est une limite typique des marchés volumiques. À un moment, ça sature. Le nombre de clients satisfaits est quasiment atteint. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans ce secteur, la fonction est négligée par les fabricants de machines. À savoir que c'est les clients qui achètent ces machines, en général, les amortissent en 4-5 ans, jusqu'au moment où, entre guillemets, les frais de consommation d'huile commencent à être trop importants pour des questions de vieillissement de la machine et également pour une question de renouvellement, d'amortissement, de comptabilité. Et donc aujourd'hui, on est sur un marché où les gens sont habitués à le remplacer. J'achète, j'amortis pendant 4 ans et je le remplace. Et donc, dans ce cadre-là, comment voulez-vous arriver à substituer une partie de cette demande et la convertir dans une réflexion de la fonctionnalité alors qu'elle est habituée? Et ces logiques d'investissement sont des routines chez les industriels qu'on va retrouver même chez les clients. Si vous regardez le comportement individuel dans les décisions sur le changement de fournisseur d'énergie, parfois on est engagé sur des contrats de 2 ans, parfois on préfère, il y a des reconductions tacites auxquelles on ne fait pas attention. Et donc on ne remet pas en cause un contrat parce qu'on est habitué simplement à remplacer et à poursuivre le même concept. Par contre, une des limites au sein de l'entreprise, c'est qu'elle n'arrive pas non plus à valoriser ses compétences dans un secteur que, je répète, habitué à penser en mode CAPEX, réflexe client CAPEX, c'est-à-dire j'investis, plutôt que coût opérationnel. Et donc Waters Technolube se retrouve donc face à un secteur qui n'est pas prêt à évoluer dans sa manière d'acheter, et en même temps, il ressent qu'il a une compétence qu'il n'arrive pas à valoriser dans sa relation clientèle. Voilà le type de limite qu'on rentre dans une entreprise. Alors, deuxième étape que je vous propose de suivre, c'est de réfléchir sur la question des impacts, puisque bien entendu, aspirer à un modèle de la fonctionnalité, c'est aussi réfléchir sur la nature d'impact social, environnemental et monétaire dans ce prisme des finances économiques. Alors, autour de la raison d'être de l'entreprise, en tant qu'entreprise, dans mon offre de service comme Waters Technolube, ma raison d'être, c'est de fournir une solution optimale de pulvérisation. Mes impacts directs recherchés sont du type le produit bien conçu, une économie dans les consommables, etc. Mais peut-être que se cachent derrière ces impacts directs également des impacts dits indirects, qui sont générés par les activités de mise en œuvre, mais que je n'arrive pas non plus à monétariser. Parce que quand vous produisez une solution performante, il y a des impacts indirects que vous n'arrivez pas à capter. Schématiquement, une boîte de communication qui vend un slogan pour, je caricature, pour 5 000 €, grâce auquel une entreprise va peut-être gagner 1 million d'euros, ou peut-être demain plutôt 100 000 €, eh bien, je vais considérer que ma performance en tant que communicateur n'a pas été valorisée au prorata de l'effet monétaire recherché chez mon client, de la même manière que Michelin, en fournissant des pneus de qualité à ses clients, n'arrive pas à capter le fait que, tout en respectant l'entretien, eh bien, mon client gagne en consommation de carburant, en accident, en réduction de sinistralité et donc en prime d'assurance. Et donc, il y a plein d'effets qu'on
générés qu'on ne capte pas monétairement. Et c'est cela aussi la démarche qui est proposée à nos entreprises, c'est de se dire, mais dans cette recherche de performance, il y a la performance d'usage directement recherchée par le client, et puis il y a celle qu'on peut générer derrière. Alors là, pour illustrer cet aspect de la performance et des externalités, je vous emmène dans la région de Bordeaux, au sein de l'entreprise de Prévu Météo, qui est en fait une petite entreprise de 5 personnes qui tourne autour de son fondateur, Jean-Pierre Bouchillot, et qui est lui-même météorologue. Ils sont 5 personnes, je le disais, et qui ont comme spécialité de vendre de la donnée météorologique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 50%, donc selon cette entreprise, 50% des activités économiques aujourd'hui sont météo-sensibles, à savoir que des activités économiques dépendent de la météo pour leur chiffre d'affaires. C'est par exemple des chaînes de supermarchés qui doivent décider du type de produit qu'ils vont mettre en avant dans leur surface commerciale au regard de la météo. Est-ce que je dois mettre des parapluies plutôt que des boissons fraîches en fonction de la météo? Ou bien lorsqu'il s'agit d'une ville située dans les grands nord québécois ou d'un parc d'attractions comme Disneyland, où je dois pouvoir gérer mon approvisionnement en sel de déneigement et pouvoir éventuellement équiper mon personnel d'animation sur le terrain. Il y a donc beaucoup d'activités économiques qui sont météo-sensibles et c'est à ceux-là que s'adresse, c'est à celles-là que s'adresse Prévu Météo. Mais aujourd'hui, il y a une limite dans le système de Prévu Météo, c'est qu'il y a un syndrome volumique. Aujourd'hui, la donnée météo vaut de moins en moins. Et donc, Prévu Météo, qui vendait la donnée météo et l'interprétation météo, a eu son modèle de revenu fragilisé. Mais en même temps, ces prévisions qualitatives ont tendance plutôt à faire gagner de l'argent et également de la performance environnementale et sociale chez son client. Performance économique par le fait qu'on fait gagner, on crée des économies dans les achats, dans les dépenses, en termes de sel de déneigement, on fait gagner de l'argent à une chaîne de supermarchés qui va faire les bons choix en termes de stockage et d'achalandage dans son magasin, par exemple, de ce niveau-là. Et en même temps, je suis toujours poussé pour pouvoir fournir un conseil performant en tant que Prévu Météo, de devoir investir pour fournir un service de qualité en permanence dans ma technologie, dans le temps de travail, le temps de développement de mon équipe, sans vouloir grandir exagérément. Et donc, je me retrouve coincé dans un système où je suis dans un système produit-service, peut-être un peu mixte, mais je ne génère pas assez de valeur. Parce que, en fait, je dois toujours vendre plus de données météo et de prévisions pour gagner mon argent. Et donc, il est important, dans ces impacts, finalement, d'identifier, mais qu'est-ce que je génère en réalité comme impact positif qui ne serait pas valorisé? Eh bien, notamment, cette question dont je vous posais précédemment, c'est aujourd'hui, je permets d'optimiser des achats qui sont en l'occurrence vus chez mes clients comme des coûts plus ou moins fixes, mais en fait, si je faisais prendre conscience à mon client qu'en fait, il fallait non pas voir ses achats comme étant des coûts fixes, mais plutôt comme des coûts variables, et que je l'aide à les anticiper, en fait, je produis un effet intéressant, même plutôt très intéressant dans le cas de prévision fine, que moi, en tant que Prévu Météo, je n'arrive pas à capter, et qui pourtant, capter cette valeur ajoutée est hyper important pour que moi-même, je puisse me développer en tant que solution EFC qui vise à, quelque part, dématérialiser mon service. Ça me permettrait du coup de mettre plus de valeur dans la compétence et moins d'importance dans la technologie. Et d'autres effets que je peux produire sur la sécurisation du personnel chez les clients qui seraient mieux équipés, etc. D'un point de vue environnemental, il est également important, et pas qu'environnemental, de faire le point sur les impacts négatifs non intentionnels également dans un système comme celui-là. À savoir que monétairement, je vous disais, je dois faire attention à ma courbe d'investissement où je suis toujours poussé dans le dos pour investir. J'ai mon équipe qui est sous tension. Et ensuite, d'un point de vue environnemental, je dois tout le temps m'équiper et donc avoir une empreinte grise qui est assez élevée. Et donc, compte tenu de tous ces impacts négatifs non intentionnels et de ces impacts positifs non valorisés, comment est-ce que je peux rentrer dans une courbe vertueuse qui soit gagnante pour mon client et gagnante pour moi-même? Et c'est ainsi que Prévu Météo, dans sa trajectoire FC, cherche à développer une offre commerciale qui est basée sur l'optimisation des ressources allouées aux activités météo sensibles. Je ne suis plus un vendeur de données météo et de prévision. Je suis une entreprise qui essaie de promettre à mes entreprises d'optimiser les ressources et donc de rentrer dans une relation de coopération qui va les permettre de développer cette performance. Et à propos de performance d'usage, on y arrive, puisque finalement, l'EFC, c'est toute une question de recherche de bénéfices d'usage pour le client. Donc, les questions qu'on pose ici, c'est
quel est l'usage chez mon client? Pourquoi est-ce qu'il achèterait mon produit plutôt qu'un autre? Est-ce que j'en fais une utilisation optimale? Est-ce qu'éventuellement, je pourrais, en tant qu'entreprise offrante, faire figurer dans ma nouvelle offre de service quelque chose qui serait basé sur les bénéfices d'usage? Alors, pour cela, il est important, comme je disais, de comprendre la réalité des clients et des parties prenantes. Et c'est là où on rentre sur le C de coopération. Il n'y a pas d'économie de la fonctionnalité sans coopération. Car si on ne réfléchit pas la relation qu'a le client à la solution, on risque de louper son objectif environnemental. Je vais caricaturer un exemple. Si vous prenez le modèle entreprise des trottinettes électriques qui sont en location dans les espaces urbains, vous avez tous entendu que malheureusement, ce matériel se dégrade rapidement, qu'on retrouve des trottinettes dans la rue, etc. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à part s'engager à être solvable d'un point de vue financier au niveau de sa carte de crédit et de s'engager à une certaine charte de bonne pratique qui serait de rouler selon le code de la route, qui serait de garer la trottinette électrique à certains endroits et pas d'autres, je ne suis en tant que client pas spécialement engagé dans une recherche de performance environnementale qui éventuellement va alimenter une relation vertueuse avec celui qui met en place le système, donc le modèle économique d'entreprise, et qui va permettre du coup d'optimiser le service et donc de toujours améliorer la performance. Puisque comme l'a dit Philippe Roman, si à un moment vous êtes comme un Usitu ou un Coucou, qui sont des services qui s'utilisent parfois sur des périodes de temps très précises, un Coucou en vêtements de fête, bah, a priori, ce sera peut-être les périodes de fête, les week-ends, ou un Usitu, bah, peut-être que pendant le confinement, il y a eu une période de concentration. Vous retrouvez un moment où vous ne pouvez plus satisfaire le client parce que tout votre matériel est utilisé. Et donc, il y a un problème de bonne gestion collective. Et donc, prendre conscience de la finalité client est très, très important dans cette perspective-là. C'est vraiment ça que nous réalisons. Je vous ai déjà expliqué, je pense, assez bien la réalité du client chez Waters Technolube, qui a cette recherche plutôt CAPEX, qui a des centres de décision souvent internationaux et qui, du coup, ralentissent la capacité d'agilité et de décision rapide pour pouvoir passer sur une solution plutôt EFC qu'une autre. Donc, on voit bien que la notion d'éducation à l'EFC du client, qu'il soit B2C ou B2B, est hyper importante. Et surtout de prendre conscience de l'importance de cette notion de fonction, de la performance d'usage. Prendre conscience de la réalité de son client, c'est aussi de prendre conscience de qui est le client. Et le client, c'est parfois plusieurs personnes à la fois. Alors, en l'occurrence, ici, je prends l'exemple d'une entreprise lambda que j'accompagne personnellement, mais je tairai le nom pour une question de confidentialité d'information, où c'est une entreprise qui essaie de vendre des solutions avec tiers investisseurs de performance énergétique dans les copropriétés. Et en fait, il est important de tenir compte non pas de la réalité de la copropriété en tant qu'acteur unique, mais de la réalité de trois acteurs, à savoir les propriétaires, le syndic qui organise et gère les charges communes, et puis les occupants en tant que tels. Et c'est uniquement en regardant de plus près la réalité de ces trois acteurs et de leurs intérêts finaux dans la recherche d'une solution de tiers investisseurs et de financement, comme on retrouvait le Light as a Service. Ici, c'est quelque part la chaleur comme un service, puisque c'est une solution énergétique et c'est aussi de l'électricité, de l'énergie. Eh bien, il faut comprendre la réalité du propriétaire qui lui-même, en fait, recherche une certaine forme de rentabilité quand il est dans une réflexion plutôt d'investisseur. Le syndic a une certaine réalité personnelle qu'il recherche dans la gestion de la solution qu'on va lui proposer. Et puis l'occupant lui-même a encore une autre réalité. Et donc, c'est ce niveau fin qui va nous permettre aussi de mieux comprendre comment l'EFC peut convaincre une série d'acteurs, c'est en prenant conscience que le client n'est pas unique, mais il est multiple au sein même d'une même structure. Et puis finalement, tout ça pour arriver où? Mais ce n'est pas toujours simple, la trajectoire elle est compliquée, elle passe par différentes étapes. J'ai parlé un peu de raison d'être au début de la présentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque l'EFC est un modèle de rupture, eh bien, il faut aussi réfléchir à une intention dans l'entreprise, une raison d'être profonde, qui soit aussi en rupture avec le système de base. Et quand vous êtes un Waters Technolube habitué à devoir faire de la concurrence à d'autres en vendant toujours mieux vos solutions, peut-être moins chères ou sinon plus performantes, il y a un moment où vous courez derrière quelque chose qui sera inatteignable et éventuellement usant pour une entreprise. Et donc, à un moment, vous devez renouveler votre intention, vous changez votre intention. Et l'objectif, c'est derrière cette raison d'être, c'est de penser l'usager et surtout les bénéfices d'usage qui sont attendus. Et donc, les bénéfices d'usage qui sont attendus, c'est en l'occurrence aussi s'intéresser
aux impacts directs qu'on souhaite délivrer, mais également aux impacts dits indirects que j'ai cités tout à l'heure, que je vais internaliser dans ma solution car le client va être gagnant. Par exemple, vous voyez les bénéfices d'usage attendus chez le client de Waters Technolube, la qualité des produits finis, c'est un impact direct, la réduction des coûts de production est un impact direct, mais par ailleurs, vous avez dans la solution la recherche d'une réduction des nuisances également, à savoir qu'une machine qui est mal réglée, c'est une machine qu'éventuellement on doit réparer, et c'est une machine qui éventuellement fait beaucoup plus de saleté parce que les dosages d'huile sont mauvais, et qui dit saleté dans une unité industrielle dit des frais de nettoyage qui sont assez conséquents parce que les produits sont assez coûteux. Et donc si en tant que Waters Technolube, vous dites à votre client, ma solution vous permet également de réduire vos frais de nettoyage et de réduire également vos factures de sous-traitance en nettoyage, éventuellement le temps du contremaître pour planifier tout cela, eh bien, vous commencez à rentrer dans une courbe vertueuse où vous touchez l'organisation de l'entreprise, vous touchez sa structure coût, vous touchez aussi à la question où à votre client, vous offrez la possibilité de se concentrer sur son métier et de ne pas devoir gérer les à côté. Et là-dedans, vous êtes dans une trajectoire vertueuse où tout le monde devient gagnant, le client, le social et l'environnemental, c'est la promesse de l'EFC. Voilà où une entreprise comme Waters Technolube essaye d'arriver en cherchant à construire une offre avec ses complexités techniques, juridiques également, puisqu'il n'a plus de propriété, et également d'engagement et de monétarisation de la performance. Puisqu'aujourd'hui, la situation la plus idéale dans l'EFC, c'est de se rémunérer sur les effets produits. Comme je disais, l'agence de communication qui se rémunère sur, quelque part, le retour sur investissement d'une campagne de communication, une entreprise industrielle qui essaie de se rémunérer sur les économies de produits, etc. etc. C'est l'idée principale. Je pense que j'ai globalement traduit mon propos sur le schéma général et la trajectoire d'une entreprise vers l'EFC. J'avais aussi l'exemple que je vais aborder très rapidement, qu'on présente souvent chez Matera en termes d'économie de fonctionnalité, c'est notamment Biodiversity, et je terminerai là-dessus, qui était une entreprise qui avait comme motivation et leitmotiv celle d'un amoureux de la nature, qui était un défenseur du monde des abeilles comme étant un acteur hyper important de la biodiversité, et qui au début a développé donc une offre de service basée sur la vente de ruches, et donc une rémunération, un cash flow qui était basé sur cette vente de miel également. Avec cela, en préservant la biodiversité, en développant un réseau de ruches installé dans les différents clients, eh bien, c'était un modèle économique qui générait l'équivalent de 400 € par ruche. En prenant conscience que l'abeille était en fait un magnifique récepteur d'informations environnementales en allant polliniser et en allant capter du pollen dans toutes sortes de zones naturelles, en se rendant compte que l'abeille, pris en considération tel qu'un coopérant, en fait, un acteur coopératif dans le système, qui ramène de l'information, et qu'on allait utiliser l'information environnementale à travers des laboratoires partenaires, etc., on se rendait compte qu'on allait pouvoir développer une solution qui allait complètement démultiplier le chiffre d'affaires par ruche, on arrive à 4 000 €, mais également qui allait décoincer des questions chez les clients, donc atteindre une performance d'usage chez les clients qui étaient en recherche de cette information environnementale. En l'occurrence, Spadel était un de leurs premiers clients, parce que Spadel, qui produit donc les eaux de spa, a besoin que les zones de captage soient toujours d'une qualité environnementale irréprochable. Et donc, repenser sa raison d'être et repenser la finalité de son projet, c'est aussi se donner la possibilité en tant qu'entreprise, fournisseur, de développer son modèle économique, et en tant qu'entreprise, partenaire, cliente, qui a accès à cette information et à ce type de modèle économique, ben également à gagner sans doute de l'argent, du confort, de la sécurité environnementale grâce à ce système-là, sans devoir faire appel à des analyses diverses et variées qui seraient beaucoup plus coûteuses que ce réseau d'appels. Voilà où je voudrais m'arrêter. Je vais passer très vite, si vous permettez, sur les slides qui viennent de passer, simplement pour vous dire que tout ça, il y a quelques success stories qu'on connaît sur le terrain, mais c'est aussi dû à un effort, et à un effort constant et à la persévérance d'entreprises qui ont essayé de rechercher
à faire aboutir ce nouveau modèle économique. Et donc, là où on a des solutions qui sont plus ou moins abouties dans le B2C, tel qu'on les a vues tout à l'heure, en fait, on n'est jamais qu'en chemin, à partir d'une intention qui est forte de faire différemment un service, de produire différemment un service, mais qui nécessite, tant d'un point de vue économique, de rechercher des solutions, une manière de faire différente, qui nécessite d'impliquer des cercles de personnes différentes. On est dans la coopération, tant avec le client final qu'avec tes fournisseurs, qu'avec ses employés. Le FC est une histoire de collectif, pour rechercher dans son patrimoine immatériel des ressources non valorisées, en vue d'atteindre chez le client final un bénéfice d'usage attendu et de pouvoir développer des nouveaux services avec ce client qui serait rentré dans une réflexion de coopération vertueuse. Voilà. Donc, c'est vite résumé peut-être. Les exemples ne sont pas simples évidemment à pour expliquer de long en large comme ceci, mais c'est pour vous dire que ça existe, que c'est possible, que le chemin est peut-être long, mais qu'en 30 minutes, plus ou moins, j'espère avoir tenu mon timing, en racontant ces histoires, qu'on puisse semer des graines et donner envie à d'autres entreprises et acteurs du développement économique plus généralement de s'inscrire dans ces démarches, comme l'ont fait d'ailleurs une première génération d'entreprises sur Liège il y a quelques années. En France également, nous avons une série de pionniers qui viennent raconter des histoires qui sont intéressantes et que je vous ai livrées en partie aujourd'hui, et qui ont toutes en fait suivi une forme de trajectoire. Je vous parlais de trajectoire d'entreprise qui, à partir d'un moment de sensibilisation, se sont dit qu'elles vont se mettre en travail à travers des ateliers, à travers des accompagnements collectifs. Et c'est tout le travail que réalise la communauté de manière générale, des accompagnateurs en économie circulaire, en économie de la fonctionnalité. C'est de pouvoir accompagner ces entreprises de l'intérieur vers ce nouveau type de modèle économique. Voilà pour ma part. Je pense que j'ai légèrement quand même bien débordé et je m'excuse auprès des organisatrices. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Dieterhen pour cette présentation. On a un tout petit peu, débordé sur le timing, mais je pense qu'on peut quand même se permettre de peut-être se prendre 5-10 minutes supplémentaires sur le timing initial pour accueillir les questions. Je pense que votre intervention a vraiment été très complémentaire par rapport à celle de Philippe Roman, tant au niveau du concept et de l'intérêt finalement de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, mais aussi des exemples cités. Donc je vais regarder dans le chat. Je ne vois pas encore de questions, donc que les participants n'hésitent pas à se manifester. Je pense que j'en vois une si elle m'était adressée, qui était l'étape la plus compliquée du passage à l'EFC. Ah voilà. Je pense qu'il y a cette question. Et puis, je voulais juste rappeler qu'on a peut-être la question est-ce qu'il y a des exemples dans le social ou la santé plutôt. La santé, oui, il y avait une question sur la santé. Oui. J'ai déjà commencé par des questions. Donc, pour celle qui est la première qu'ici, donc, quelle est l'étape la plus compliquée du passage à l'EFC? Donc, est-ce que c'est la raison d'être? Est-ce que c'est l'identification du client pilote? Ou alors le chiffrage et la monétarisation de l'avantage et de l'offre? Je vous dirais qu'en fait, il y a toutes sortes de passages qui sont critiques, en effet. Vous les avez bien identifiés, à savoir, mais ils sont critiques pour des raisons un peu différentes. À savoir que travailler sur la raison d'être d'une entreprise, c'est un travail qui est plutôt de réflexion, je dirais, intérieure à l'entreprise. C'est de re-questionner en fait son ADN, c'est re-questionner le pourquoi est-ce que le patron, la patronne se lève le matin. C'est se questionner pour est-ce que mes employés sont contents de se lever, est-ce qu'ils sont motivés de travailler dans ma boîte. Ça re-questionne la manière dont on délivre la valeur et on organise l'entreprise. Donc là, je dirais que la difficulté, elle est plus, est-ce qu'avec tous ces acteurs, on va arriver à construire un nouveau projet? Et donc là, il y a plutôt une aventure humaine qui se cache derrière ce passage de modèle économique. Ensuite, en effet, cette trajectoire de l'équipe et à laquelle on invite d'ailleurs toujours les entreprises d'aller chercher des clients pour réfléchir avec eux. En effet, identifier le client pilote, ce ne sera pas n'importe lequel. Le client pilote, ce sera un acteur de confiance avec lequel on peut partager nos craintes, nos envies, les difficultés du modèle et avec qui on peut co-construire quelque chose. Et donc, il faut chercher un client fidèle qui serait prêt à rentrer dans la danse parce qu'il comprend le concept de l'EFC, parce que lui ou elle est intéressé à rentrer dans cette relation vertueuse. Et puis enfin, une question plutôt de difficulté technique et juridique, le chiffrage et la monétarisation de l'avantage et de l'offre dans une perspective que le contrat va idéalement se baser sur cette monétarisation. Et je ne vous cache pas qu'en effet, c'est là où beaucoup de modèles coincent
parce qu'on n'a pas beaucoup de retour d'expérience, mais néanmoins, c'est prendre conscience qu'elle est difficile, c'est du coup de le voir comme étant l'occasion de réfléchir à qui doit-on mettre autour de la table. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il faut mettre des juristes, qu'il faut mettre les commerciaux autour de la table pour réfléchir ensemble, qu'il faut mettre le technicien, l'utilisateur final autour de la table. Et donc, de nouveau, c'est dans la coopération qu'on va trouver des solutions et sécuriser quand même un minimum le modèle économique où, dans l'idéal, on va se rémunérer sur les faits, mais néanmoins, on peut se permettre d'avoir un modèle hybride qui est basé tant sur de la vente de services classiques, hybridés à des objectifs de performance qu'on va rechercher à évaluer via des indicateurs. Voilà. Donc, je me permets de rebondir peut-être rapidement sur la deuxième question, qui est est-ce qu'il existe des exemples dans le secteur de la santé? Alors, il y a un exemple dont on parle souvent dans le secteur de l'EFC qui appartient au nord de la France. C'est une entreprise qui s'appelle Gest Nord, qui est en fait un secrétariat social basé dans une région dans le nord de la France qui est en fait assez désertifiée au niveau de la présence de médecins. Et en fait, Gest Nord est un secrétariat médical qui organise l'agenda des médecins. Et il faut savoir que comme il n'y a pas assez de médecins par 1000 habitants, ben les médecins eux-mêmes sont sous pression. Vous voyez qu'un système économique est complètement dans une dynamique très très peu vertueuse, parce que en fait, plus les médecins sont sous pression, plus ils passent en burn-out, moins il y a de médecins, et donc moins il y a plus de patients en attente, etc. Donc c'est un système qui courait quelque part à sa perte. Et donc le secrétariat social s'est rendu compte qu'en fait, en étant l'oreille quotidienne des médecins dans l'organisation de leur agenda, s'est rendu compte qu'ils étaient aussi à l'écoute de leur tracas quotidien. Je dois faire entretenir ma voiture, je dois accueillir à ma maison un chauffagiste pour réparer, je suis moi-même sur le point de craquer. Et donc, ce secrétariat social qui était un planeur devient quelque part un acteur qui est au service du système de santé local. Donc, on est plus dans une recherche d'EFC territoriale où en fait, il y a vraiment cette recherche de la performance d'usage du réseau médical local en cherchant à soulager le médecin de certains types de tâches. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on est dans l'EFC? Mais aussi parce que ce secrétaire médical, à partir de la même ressource immatérielle, développe différents types de services qui sont bénéfiques à tout le monde. L'entreprise de secrétaire médical peut développer les compétences de son employé, il soulage les médecins, il permet aux patients en attente d'avoir des solutions et de la disponibilité, il permet de désengorger les urgences. Et donc là, vous voyez tous les effets positifs, indirects, qui sont quelque part monétarisés dans le fait que ces secrétariats médicaux développent une offre de services diversifiée. Voilà pour la petite histoire. Il y a des vidéos sur Internet pour raconter ça mieux que moi. Merci, merci. Je vois qu'entre-temps, on a une deuxième question qui porte sur l'échec économie circulaire pour les PME wallonnes. Oui. Je ne sais pas si c'est du registre. Je pense que Lara peut peut-être oui, voilà, je réponds. C'est un sujet qu'on a tout à fait prévu d'aborder plus longuement vendredi, dans le cadre du prochain webinaire sur le financement de l'économie de la fonctionnalité qui sera suivi après d'un peu ce qui est élargi au terme de qu'est-ce qu'on a comme outil en Wallonie pour justement financer et accompagner les entreprises qui souhaiteraient aller vers l'économie circulaire. Et voilà, Logan Moret, qui travaille donc à la Solfin, est présent actuellement et confirme qu'il abordera la question vendredi. Donc, je vous invite à vous inscrire ou à regarder après l'enregistrement dédié à ce sujet vendredi. Voilà, donc il est 15h20, enfin 19 exactement, mais on a encore le temps de répondre à quelques questions s'il y en a. N'hésitez pas, hein, ça peut être pour Emmanuel Ditteron ou pour Philippe Roman qui était là au début de la session, qui est toujours parmi nous. Qui revient d'ailleurs. Voilà. Donc la question sur le secteur de la santé a été abordée. Voilà, excellente présentation. Pour le secteur de la santé, en tout cas, j'invite les gens à quelque part faire des parallèles entre une réflexion servicielle au niveau d'une entreprise, dans une relation entreprise-client, et une vision plus territoriale. Parce qu'en effet, on peut voir le secteur de la santé comme étant une entreprise en tant que telle, puisque c'est basé sur des équilibres économiques, sociaux et quelque part environnementaux aussi délicats. Et donc, les bénéfices d'usage liés à des entreprises qui sont plus performantes et plus axées sur la fonctionnalité sont vraiment essentiels. Et aujourd'hui, on peut considérer que la crise économique qu'on a eue avec la crise sanitaire et des hôpitaux sous pression, c'est tout le modèle économique du secteur de la santé qui a été complètement challengé.
Et c'est un très beau sujet, donc j'espère qu'on va pouvoir avoir, à mon avis, des réflexions posées là-dessus, sous l'angle économique, social, d'un point de vue totalement intégré. Voilà, donc c'est plus un... Je confirme l'intérêt du sujet plutôt qu'y apporter de réponse, mais je confirme que c'est un sujet très ouvert et pertinent. Ah, pardon, mon micro. Il y avait une suggestion aussi d'envisager le cas de Philips Healthcare pour le secteur de la santé. Voilà. Sinon, je ne vois plus de questions. Donc, je vais peut-être repasser la parole à Lara pour clôturer ce webinaire et remercier en tout cas pour votre participation active et pour l'excellente présentation évidemment de nos deux orateurs de la journée. Ouais, merci beaucoup Valentine et merci donc aux deux orateurs d'être intervenus aujourd'hui et aussi à vous tous qui avez participé à ce webinaire. On vous enverra dans quelques jours un lien pour trouver les deux présentations qui ont été faites aujourd'hui et voilà, également tous les enregistrements de tous les webinaires de ce cycle.